Battletech, MechWarrior, MechCommander. Si pour de nombreuses personnes ces noms évoquent robots géants, combats tactiques et intrigues interstellaires, ils restent inconnus aux yeux de pas mal de monde. Une situation quelque peu injuste selon moi, quand on sait que la franchise fête cette année ses 40 ans et qu'elle n'a jamais été aussi populaire outre-Atlantique. Je vais donc essayer, au travers de cette vidéo, de vous présenter cette licence et de vous faire plonger dans son histoire et son univers. Pour moi, l'aventure Battletech a commencé au détour d'un bureau de presse, dans le courant de l'année 2000, avec MechCommander. Après l'acquisition du numéro 60 de PC Fun, âgé d'à peine 9 ans, je me jetais sur le jeu qui était offert en supplément, sans même ouvrir le magazine, lançais l'exécutable sur l'ordinateur familial et découvrais ceci. Ricochet Lance, rejoignez le point de passage vert et ouvrez l'œil, c'est trop calme à mon goût. J'ai quelque chose. Libérez les fréquences, j'ai un contact ennemi. La fenêtre d'annulation est passée. Fais-moi bouger tout ça, Panthère. Commandant, ici Hawkeye. La cible apparaît en visuel. Montre-toi, mon petit. Ah, bon sang! Espèce de bâtard! Nous sommes à leur portée! Je m'éjecte! Éjection! Suivez ce pod! Ok, c'est kitsch, mais 25 ans plus tôt, je peux vous garantir que ça fait son effet. En ce qui me concerne, ce fut le coup de foudre. Des robots géants, un gameplay proche du STR, ce qui était relativement nouveau pour un jeune joueur console comme moi, et de la customisation de mecs. Il n'en fallait pas plus pour que je vide la cartouche d'encre à 300 francs de la Lexmark du papa et passe ainsi des heures à admirer les modèles 3D de chaque BattleMech et leur équipement. Dans la foulée, je récupérais un exemplaire de MechWarrior 3, sorti plus tôt en 1999, et de MechWarrior 4 Vengeance en 2000, deux autres jeux de la licence, et passais ainsi des centaines d'heures dessus, muni de mon Logitech Extreme 3D Pro. Fabuleux, quel bonheur. C'est juste génial, génial. Maintenant, vous allez me dire, MechWarrior, MechCommander, Battletech, c'est quoi le rapport entre tous ces noms? Laissez-moi vous expliquer. En 1984, FASA Corporation lance Battle Droids, un jeu de plateau tactique créé par Jordan Wiseman et Ross Babcock. Après un conflit juridique avec Lucasfilm concernant le mot droïde, je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis sûr que c'est ta faute. Le jeu devient Battletech. Le concept est simple. Chaque joueur contrôle une ou plusieurs machines de guerre sur un champ de bataille à cases hexagonales. Le système fonctionne avec des lancers de dés de 6 et chaque BattleMech dispose d'une fiche de caractéristiques unique qui permet de noter les dégâts qui lui sont infligés, de voir son armement ou encore de gérer la chaleur et les munitions. Le succès est immédiat. FASA enrichit rapidement le jeu et le transforme en véritable franchise. Un jeu de cartes à collectionner créé par Richard Garfield, le papa de Magic, un dessin animé, des centaines de romans et des tonnes d'autres ouvrages sortent à la manière d'un Warhammer 40 000 afin de développer le lore de la licence. Et bien évidemment, les jeux vidéo ne sont pas en reste. Citons principalement la série des MechWarrior, tirée du nom attribué aux pilotes des fameux BattleMech, qui se concentrera sur des combats à la première personne. Et la série des MechCommander, qui elle se jouera comme un jeu de stratégie de l'époque, sans construction de bâtiments. FASA va même ouvrir ce qu'ils vont appeler des Battletech Centers un peu partout aux États-Unis. Un endroit où il sera possible de jouer à MechWarrior dans des cockpits équipés d'écrans multiples, de joysticks et de pédales de direction. La plupart de ces centres existent d'ailleurs toujours actuellement. Au final, tout ça c'est bien beau, mais ce qui distingue réellement Battletech de ses concurrents, c'est son univers. Tout commence au début du XXIe siècle. L'humanité, sous l'autorité de l'Alliance terrienne, met au point le premier moteur Kearney-Fuchida, une technologie de propulsion permettant de franchir une dizaine d'années-lumière en un claquement de doigts.
Grâce à cette avancée, les humains commencent à coloniser la galaxie, formant ainsi les frontières de ce que l'on appelle la sphère intérieure. Vous vous en doutez, cette rapide expansion va se révéler être un cauchemar à administrer. Il faut dire que gouverner un empire de 1000 années-lumière de diamètre, c'est mission impossible. C'est ce qui va pousser de nombreuses personnes à prendre leur indépendance et à fonder leur propre empire ou coalition dans leur coin de l'univers connu. C'est ainsi que vont naître les 5 États successeurs de l'univers Battletech. La Confédération Capellane dirigée par la maison Liao, le Lyran Commonwealth dirigé par la maison Steiner, les Federated Suns dirigés par la maison Davion, la Free Worlds League dirigée par la maison Marik et le Draconis Combine dirigé par la maison Kurita. En 2571, après des siècles de guerre, l'humanité sera enfin unifiée sous la bannière de la Star League, une sorte d'ONU dirigée par l'hégémonie terrienne et un conseil composé des différents États de la sphère intérieure, qui dispose de sa propre force armée, la Star League Defense Force. La période de calme qui suivra amènera l'humanité au sommet en termes de progrès technologique, une paix qui durera près de 200 ans. Mais les ambitions et la cupidité de chacun feront éclater une guerre civile en 2766, qui mènera à l'assassinat de la totalité de la famille Cameron, dirigeante de l'hégémonie terrienne et de la Star League. Les États successeurs vont alors se lancer dans d'interminables disputes afin de déterminer le futur leader de l'humanité. Alexander Kerensky, commandant de la Star League Defense Force, ne voyant aucune issue positive à ce conflit et ne souhaitant pas y prendre part, emmène la quasi-totalité des forces armées de la Star League avec lui et fait un saut dans l'espace lointain, en dehors des frontières de la sphère intérieure. Suite à ça, la Star League s'effondre et les 5 grandes maisons entrent dans une période de guerre longue de près de 300 ans, connue sous le nom de guerre de succession. La violence de ce conflit mènera à la destruction de planètes entières, ainsi que de nombreux centres industriels et scientifiques, faisant régresser l'humanité de plusieurs siècles. Les battlemechs, devenus difficiles voire parfois impossibles à réparer, deviennent extrêmement précieux, se léguant parfois de génération en génération. C'est dans ce contexte, en 3025, vers la fin de la Troisième Guerre de Succession, que se situe la première édition du jeu de plateau. Une période qui servira au final de point de départ pour les joueurs, puisque l'histoire est toujours en développement aujourd'hui, avec les derniers romans se situant aux alentours de l'année 3152. Danger! Battle-like reactors coming online. Stand clear of exhaust. Contrairement à d'autres, Battletech propose une vision de science-fiction relativement réaliste. Bon, ok, vous allez me dire, des robots géants, c'est pas vraiment la définition du réalisme. Mais je m'explique. L'univers de Battletech repose sur des avancées, qui bien que fictives, sont décrites de manière détaillée et plausible. Ici, pas de miracle ou de super-armes magiques. L'humanité doit faire avec des contraintes technologiques fortes. Chaque machine, vestige d'un savoir que l'humanité ne sait désormais qu'à peine entretenir, est précieuse. Dans Battletech, pas d'aliens non plus. Les humains sont seuls dans l'univers. Même si les battlemechs sont la vitrine de la licence, ce sont bien les hommes et les femmes qui sont au cœur du lore. Et ce ne sont pas des demi-dieux, mais des personnes souvent prises dans des intrigues politiques complexes. Quand j'ai commencé à me plonger dans les romans de la licence, la première chose qui m'a frappé, c'est son ton, presque cynique, et qui m'a à l'époque beaucoup fait penser à Game of Thrones. Trahison, mort soudaine de personnages principaux, sacrifices et moments d'héroïsme épique. Ici, il n'y a pas vraiment de méchants ni de gentils. Tout est une question de point de vue. On nous apprend à détester certains personnages pour finalement mieux s'y attacher au tome suivant. Et l'histoire principale, s'étendant sur plusieurs centaines d'années, elle nous emmène avec plaisir d'une génération à une autre, à la manière d'un JoJo's Bizarre Adventures. Malgré son succès, FASA connaît des difficultés dans les années 90. Avec l'arrivée de nouveaux concurrents comme Magic the Gathering et l'explosion de Warhammer 40 000, la part de marché de Battletech diminue. En 2001, FASA ferme ses portes, et c'est la foire au rachat. Les droits des jeux vidéo sont vendus à Microsoft et le reste de la licence à WizKids.
2 ans plus tard, en 2003, WizKids est racheté par Tops, qui cède ensuite les droits à In Media Res en 2007, qui crée une filiale, Catalyst Game Labs, dédiée à Battletech et Shadowrun. C'est pas si simple. De là, une véritable renaissance va s'opérer. L'écriture des romans est relancée en 2015, soit plus de 7 ans après le dernier tome. Le jeu de figurines va subir une refonte complète de sa direction artistique en 2019 et verra la sortie de nombreux packs à intervalles réguliers, dont certains, financés par Kickstarter, rencontreront un énorme succès. Plus de 2,5 millions de dollars pour Clan Invasion et 7,5 millions de dollars pour Mercenaries, ce qui en fait, à l'heure actuelle, le 22e projet le plus financé sur la plateforme. Côté jeux vidéo, la sortie discrète du free-to-play MechWarrior Online en 2013 sera suivie par Battletech en 2018, un jeu de stratégie-gestion, puis par MechWarrior 5 Mercenaries en 2019 et MechWarrior 5 Clan en 2024. Malgré ce succès important aux États-Unis, Battletech est toujours resté un produit de niche à l'international. En France, à l'exception des jeux vidéo qui sont tous sortis sur notre territoire, seulement 6 romans, édités par Fleuve Noir, ont été traduits. Même constat pour le jeu de plateau, qui ne verra que les boîtes de la 2e et 3e édition, ainsi que quelques suppléments arrivés chez nous, avec des traductions d'ailleurs parfois très bancales. Aucun autre produit de la gamme ne sortira dans la langue de Molière après 1997. Une barrière de la langue qui n'aide évidemment pas à démocratiser la licence chez nous. Ce manque de traduction systématique a plusieurs explications. Premièrement, FASA puis ses successeurs n'ont jamais eu les moyens financiers de mener des campagnes marketing aussi ambitieuses que Games Workshop avec Warhammer 40 000. Ensuite, le style visuel très austère de la licence, qui, selon moi, fait sa force, a peut-être du mal à convaincre les nouveaux venus de franchir le pas. On est effectivement très loin de l'esthétique gothique et spectaculaire d'un Warhammer 40 000 ou du design flashy et de l'agilité dont font preuve les mechas japonais que l'on peut trouver chez Gundam par exemple. Enfin, la longévité de la licence et les multiples produits sortis depuis peuvent intimider et donner l'impression que l'univers est trop riche, trop difficile à aborder. Un a priori que je me suis donné pour mission de briser. Voilà pourquoi j'ai créé cette chaîne. En espérant que cette vidéo sera la première d'une longue liste et qu'elle donnera l'envie à de nouveaux joueurs francophones de franchir le pas. Que ce soit via le jeu de figurines, les romans ou le jeu vidéo. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager ou même à faire des suggestions en commentaire sur les thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde dans les suivantes. Merci d'avoir regardé et à bientôt.